Je le disais, la nuit a été plus calme la nuit dernière, tout le monde s'en félicite. 157 interpellations, il y en avait eu 1311 dans la nuit de vendredi à samedi, donc le gap est considérable. C'est une amélioration. Pourquoi? Parce que le dispositif policier a été dissuasif? Moi, je ne suis pas experte des questions de sécurité. Je ne vais pas faire semblant que je suis dans la salle de commandement et que j'entends les analyses des uns et des autres. Mais j'imagine que déjà, il y a eu beaucoup d'arrestations et des comparutions immédiates. Donc forcément, le vivier de gens qui participent à ces violences s'épuise. Et puis, je pense que tout le monde s'épuise tout court, d'ailleurs, y compris les forces de l'ordre, pour qui ça doit être extrêmement difficile. Et je pense aussi aux pompiers, aux élus locaux qui, vous l'avez dit, sont en première ligne. Nous, on a fait hier une réunion de tous nos maires écolos, y compris les maires d'arrondissement, avec les parlementaires, et ce qu'ils nous décrivent est extrêmement compliqué. On a Christian Métairie, maire à Arcueil, qui nous raconte le saccage de sa mairie et c'est son lieu de travail, donc ses salles des fêtes, et comment il fait pour les enfants, pour l'accueil des centres cet été. Il se retrouve, alors que depuis des années, ils se battent souvent dans le désert pour avoir des aides et pouvoir faire vivre leur commune. C'est des années de travail qui partent littéralement en fumée. Et il nous racontait, avec Patrice Chaïmovic, qui est maire aussi écologiste à Colombes, que certains de leurs collègues qui allaient à la rencontre des jeunes dans la rue pour essayer de pacifier les choses, pour la première fois, ont dû battre en retraite sous les jets de projectiles. Et donc c'est sûr qu'il y aura un avant et un après. En tout cas... Alors précisément, on va revenir dans le détail, c'est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de mairies, évidemment, dirigées par des Verts, en effet, qui ont subi ces attaques. Vincent Jeanbrun incarne aujourd'hui peut-être le traumatisme le plus important de ce point de vue-là, puisque des jeunes ont tenté d'attaquer sa maison, dans laquelle était sa famille, ses deux enfants, sa femme, dans la nuit de samedi à dimanche. Est-ce que Europe Écologie Les Verts était représenté au rassemblement des maires solidaires avec Vincent Jeanbrun? Tout à l'heure, on le rappelle, il est maire de l'Haye-les-Roses. Premièrement, moi je lui ai fait un texto dès que j'ai appris cette nouvelle, un texto auquel il a répondu. On a fait des messages sur les réseaux sociaux immédiats au nom de tous les écologistes. Et puis oui, moi j'étais moi-même devant ma mairie à Élan-Beaumont à midi avec beaucoup de militants écologistes. Mais le rassemblement un petit peu plus tard à l'Haye-les-Roses, vous y êtes allé ou pas? Est-ce qu'il y avait des maires écolos? Oui, nos maires du 94 étaient présents, mais il fallait en même temps être dans sa mairie. Enfin, vous voyez, il se passe beaucoup de choses en même temps. En tout cas, nous sommes très solidaires de ce maire, mais il est maire et il est élu, donc beaucoup de maires et d'élus se sont solidarisés. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont vécu des choses traumatiques, des logements privés qui brûlaient avec des enfants à l'intérieur. Il y en a eu d'autres, pas d'élus, mais quand même. Il y a eu des surveillants pénitentiaires qui étaient repérés et poursuivis, des policiers aussi, dont des adresses ont fuité. Je ne veux pas que le problème de la violence envers les élus, qui est réel et dont il faut s'occuper, et qui ne date pas d'aujourd'hui, on a connu Saint-Brévin et puis d'autres événements, mais occulte les violences contre des personnes dont peu de gens parlent aussi dans les médias. Et ça, je pense que c'est important de le pointer aussi. Je vous dis, si vous êtes surveillant pénitentiaire, c'est un métier qui n'est pas simple. Et quand on parle des conditions de détention dans les prisons, il y a aussi des conditions d'exercice de ces métiers-là. Quand votre adresse fuite et que vous êtes livré en pâture dans la ville où vous habitez, c'est des choses également extrêmement traumatiques. Et on a vu des policiers traqués de cette façon-là, avec des enfants de policiers qui n'osent pas dire que leurs parents sont policiers. De la même manière, on parle des biens des commerçants qui ont brûlé. Il faut les aider vite, pas juste en accélérant les assurances, mais l'État doit les aider. Il y a aussi des gens privés qui ont perdu, par exemple, des voitures, des logements Marine privés qui ont Dandelier, brûlé. Moi, je veux qu'on arrive à penser à tout le monde. Et pas juste les élus parlent aux élus et s'inquiètent pour les élus. C'est un risque aussi dans cette période. Pas d'entre-soi. Mais j'entends votre empathie. Il y a un trouble à gauche, après le refus de Jean-Luc Mélenchon, d'appeler au calme. C'est simple, d'appeler au calme. C'est une manifestation verbale, un souci d'apaisement. Est-ce que vous êtes sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon, qui a refusé encore hier de le faire sur LCI? Si vous me posez la question, c'est que vous n'avez pas entendu mes déclarations précédentes. Moi, j'ai toujours dit que, bien sûr, il fallait calmer les choses, mais que le calme ne se décrétait pas, qu'il se construisait. Et donc, je pense avoir été, pour le coup, très claire. Non, mais pardon, je vous ai entendu, mais je voudrais que vous clarifiez. Moi, je n'ai pas vocation à passer mon temps à commenter les tweets et les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Je suis écologiste, j'ai envie de parler des propositions des écologistes. Et alors, si vous ne voulez pas le faire, je comprends, mais si vous ne voulez pas le faire, je voudrais que vous clarifiez. Parce que honnêtement, c'est pas très clair. Par le simple fait de ce que je dis, c'est pas très. Non, c'est pas très clair. Je pense que par le simple fait de ce que je dis, je ne dis pas la même chose que Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que nous ne sommes pas dans le même parti et que sur ce sujet, comme sur d'autres, nous avons des différences, voire des désaccords que vous ne dites pas la même chose pleinement. Pour autant, est-ce que vous dites est-ce que vous appelez au calme? Je l'ai toujours dit, mais je veux bien qu'on. Non, c'est pas clair.
Si, je l'ai dit plusieurs fois. Vous avez dit j'appelle au calme que quand ça ne l'est pas. Non, mais c'est pas la même chose. Mais je veux bien qu'on revienne aussi à ce que ça veut dire calme. Calme, ça veut dire ce qui n'est pas troublé et agité. Et j'aimerais bien savoir dans les 6 derniers mois, voire dans les dernières années, quand ça a été calme. En fait, notre vie n'est pas calme. Non, mais je suis désolée. On peut jouer à la relativisation, mais là, il y a eu des explosions de violence. C'est pas pareil. J'ai toujours condamné toute forme de violence. Je viens d'un parti qui est non-violent depuis des décennies, qui prône la non-violence, qui prône parfois la désobéissance civile, mais qui est par principe non-violente. Je n'ai pas de problème de rapport avec la violence. Mais moi, de la violence, j'en vois tout le temps et partout, et ça me fatigue. Je vois de la violence dans les débats parlementaires, je vois de la violence dans le débat public, mais nous le je vois de la violence dans les politiques tous les Français le voient et le subissent aussi. Et évidemment que les images qu'on voit depuis quelques jours et ce que subissent certains de nos compatriotes, en priorité d'ailleurs dans les quartiers populaires, est extrêmement violent et extrêmement inquiétant. Et je ne sais pas comment... Comme ça, en quelques jours, on reviendra au calme et à la normale. On ne va pas confisquer l'émission avec cette affaire. Mais évidemment que je le souhaite. Mais je pense que c'est un petit peu compliqué. Et que vous appelez tout le monde à l'apaisement pour ensuite pouvoir construire des solutions. Oui, mais j'appelle tout le monde à l'apaisement. Et quand j'entends des ministres dire « il faut appeler au calme », et d'ailleurs, c'est un tel qui sont co-responsables des violences dans les villes. Quand j'entends un ministre de l'Intérieur qualifier ses opposants de terroristes, ça m'inquiète aussi énormément, parce que la différence entre ces jeunes et lui, c'est que lui, il est ministre de l'Intérieur. Et donc, je pense que c'est le risque qu'on est en train d'encourir, c'est qu'il y a un dérapage permanent de tout le monde contre tout le monde, et c'est extrêmement difficile d'appeler au calme, en fait, dans ces conditions. Tout le monde a des non pas de le dire, mais que ça soit performatif et que ce soit suivi des faits. Et donc, tout le monde a des responsabilités, c'est ce que vous dites. Brigitte Boucher, les élus, comme les ministres. Brigitte Boucher-Tamtralmi, bonsoir, et on poursuit. Oui, alors, vous n'avez pas clairement appelé au calme. Si, c'est très clair. Si vous non, voulez, pas clairement. En tout cas... Maintenant, mais est-ce que c'est pas un petit peu tard? Je l'ai fait tout de suite. Vous savez, quand j'ai souhaité vous l'avez pas tweeté, par exemple. Quand on regarde vos tweets, quand j'ai dit que je redoutais qu'il y ait des morts supplémentaires, et que d'ailleurs j'ai été très ciblée pour avoir dit ça, et je me rends compte que il y a quelques jours dire j'espère qu'il y aura pas de morts et je pense aux élus locaux qui sont en première ligne, on se faisait vilipender pour avoir dit ça. Faut voir aussi que de jour en jour ça évolue. Il y avait ceux qui appelaient à la justice, ceux qui appelaient au calme, et vous n'étiez pas ni d'un côté. Mais vous avez compris qu'il n'y aurait pas de calme sans justice par ailleurs. Et d'ailleurs, c'est logique quand on dit pas de justice, pas de vérité, pas de paix, c'est pas une menace, c'est les faits. Donc je peux appeler au calme et à la justice fois que vous vouliez et à la vérité. Mais on voit bien qu'on est dans une situation difficile et que demander la justice dans ce cas-là ne donnera pas la justice dans tous les cas précédents. Et malheureusement, dans les cas à venir, tant que la loi ne change pas. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. On avance sur les causes peut-être, Tam. Oui, ce week-end, vous avez situé la mort de Nahel dans un long continuum de violence policière et de racisme. Est-ce que vous estimez que cette mort doit jeter l'opprobre sur l'ensemble de la police, sur un système de la police? Je pense qu'il y a un problème systémique dans la police. Je ne pense pas que tous les policiers en soient individuellement responsables. Je pense que ce policier porte une responsabilité individuelle, mais quand j'entends Emmanuel Macron dire voilà, son geste est inexcusable et inexplicable, il est inexcusable, mais il n'est pas inexplicable. Vous parlez d'un système. Ça fait d'ailleurs des années qu'on essaye d'en parler. Donc c'est structurel. C'est structurel, évidemment. Et juste dire, il y a un problème structurel. Donc c'est l'ensemble de la police, alors? Oui, mais ça veut dire que l'institution est problématique. Et lisez le communiqué qu'a fait le syndicat Alliance il y a 2 jours, vous serez fixé sur la question. Ça ne veut pas dire que chaque policier individuellement est problématique. Quand vous êtes dans une institution problématique d'ailleurs, vous pouvez être vertueux ou pas. Donc c'est très de la police fonctionner bien. D'accord. Il y a un problème avec l'institution. Il y a un problème avec l'institution de la police. Parlez-en d'ailleurs à certains policiers racisés il y a eu des fuites il y a quelque temps vous savez, des messageries instantanées où en fait il y avait des policiers qui échangeaient entre eux. Il y avait des choses atroces qui étaient dites sur leurs collègues racisés qui étaient victimes au quotidien de choses atroces. Vous voyez plus dans la police que dans la société? Moi, je regarde ce qu'ils votent en moyenne. Alors, c'est peut-être aussi leur métier qui les fait voter ça. Enfin, tout est sûrement lié. Mais oui, il y a un problème. Et je trouve extrêmement délétère que quand on essaye de l'adresser dans le débat public, on nous répond « c'est anti-flic ». Bah non, en fait, c'est pas anti-flic. Il y a un problème de racisme dans la police, c'est comme ça. Quand vous voyez que la famille de Nahel dit « nous, on n'en veut pas à l'ensemble de la police, on en veut à un policier », est-ce que votre prise de parole, elle est responsable? Mais c'est normal que la famille Nahel en veuille à ce policier en particulier. Ils ont tué. Non, elle dit pas ça. Elle dit nous ne disqualifions pas la police. On ne disqualifie pas la police. Mais juste un policier, c'est pas pareil. Mais moi, je ne disqualifie pas l'ensemble des policiers. Je veux que les relations de confiance entre notre population et sa police s'améliorent. Et je pense que ça nécessite quelques évolutions législatives et pas que... Mais là, c'est un problème de racisme, alors? Là, c'est un problème de racisme. Écoutez, quand vous êtes un jeune garçon
Et si vous ne croyez pas les jeunes, parlez-en avec leur maman. Le Front des mères, par exemple, c'est des associations dans plusieurs quartiers populaires de la ville en France. C'est quand même 7% de la population française, un quartier populaire de la ville. Ces mamans, elles vous expliquent que leur fils, du simple fait qu'il soit racisé, a 10 à 20 fois plus de chances d'être chaque jour. Oui, mais moi, ce que je demande, qu'il faut supprimer ces le policier, il tire parce qu'il est raciste. Tutoyer, humilier. Et donc oui, il y a des règles, il y a aussi la politique du chiffre. Non, mais là, et aussi la politique du chiffre qui fait que... Oui, mais là, dans le cas sur ce cas-là, Madame Tandelier. Oui, je pense que ça adresse un continuum de violence policière, un continuum de racisme, un continuum d'après-colonisation qui n'a jamais été vraiment adressé et géré, et un continuum de ségrégation dans ce pays où on parque dans des quartiers ce qu'on ne sait pas gérer autrement, et ce qui vous êtes pour supprimer énormément de violence dans la société, mais aussi pour les personnes qui habitent dans ces quartiers. Est-ce que vous voulez supprimer tous les contrôles d'identité, c'est le cas de l'intellectuel Patrick Veil qui dit ça sert à rien à part à stigmatiser? Je pense qu'on pourrait commencer par se dire qu'on donne un récépissé aux gens qui sont contrôlés pour que ça leur arrive pas 15 fois par jour. C'est la base, ça fait des années que toutes les assos qui adressent un peu sérieusement ce sujet le disent. Si on n'est pas capable, suite à ce qui s'est passé, de prendre ce genre de mesures, pas là aujourd'hui, ce serait complètement inaudible. On doit être dans le retour au calme, pour dire ces mots qui vous font plaisir, mais vous avez compris que sans ces émeutes, il n'y aurait pas de calme quand même. C'est pas moi, Marie Tandelier. Non, mais je pense que la société a besoin de l'entendre, et donc disons-le, mais si on ne prend pas ces mesures-là, alors on est condamné à revivre ce genre de situation. Et d'ailleurs, je regrette que dans ce pays, on ne parle des banlieues que quand ça flambe. Et donc là, en fait, quand on dit calme, beaucoup de gens dans les quartiers entendent, ok, il y aura du calme, tant mieux. Et après, ça va devenir statu quo. Supprimer les contrôles d'identité. Nouvelle urgence, on passe à un autre sujet. Marie Tandelier, pardon, on essaye de poser des questions les unes après les autres et d'avoir vos réponses. Elles sont précises. Donc, pas de suppression du contrôle d'identité. Juste le récépissé pour l'instant. Si Monsieur Veil le dit, moi, je prends sa proposition. Voilà, ça peut être intéressant. Ça peut vous intéresser. Vous réclamez, on l'a entendu depuis le début de cette émission, l'abrogation de la loi de 2017, la loi de 2017 qui a aligné le régime des policiers sur celui des gendarmes en matière de refus d'obtempérer et de régime de légitime défense. Vous proposez quoi à la place ? Il y avait une situation avant cette mesure. En 2017, le gouvernement Cazeneuve fait cet article L434-1 qui c'est quoi qui vous pose problème ? Qui est très flou. Parce qu'à l'époque, il y avait des députés écologistes, dont Sergio Coronado, Noël Mamère, il y avait des députés communistes aussi, dont André Sachène, qui avaient dit la disposition est floue. Et donc, si nous, déjà dans l'hémicycle, on ne l'interprète pas pareil, elle sera interprétée diversement sur le terrain. Vous parlez de permis de tuer, c'est ce que dit Henri Leclerc, par exemple. C'est pas mes mots. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans la gendarmerie, ils ont fait une circulaire qui était plutôt assez restrictive de cette mesure. Et d'ailleurs, il y a eu très peu de sujets dans la gendarmerie. Parce que la gendarmerie, c'était déjà leur régime précédent. Ça ne changeait pas grand-chose pour eux. C'est aussi des militaires, c'est aussi des gens qui sont ancrés sur des territoires et qu'on n'envoie pas non formés dans les territoires les plus difficiles en termes de maintien de l'ordre. De l'autre côté, dans la police, la circulaire a été interprétée de manière, pour le coup, très extensive, et il y a eu plus 39% de tirs et 5 fois plus de morts, 5 fois plus. Là, ces 18 derniers mois... C'est pas ce que dit la police nationale. Non, mais c'est vrai. Là, vous venez de me citer l'IGPN qui, en plus, pose problème. Donc, ça me confirme dans ce que je dis. Mais vous voyez bien qu'il y a... C'est des chercheurs indépendants qui fournissent ces données. Donc, j'ai tendance à avoir envie de les croire. Ou alors, qu'on me donne d'autres chiffres. Mais vous voyez, ces 18 derniers mois, il y a eu 16 morts par refus d'obtempérer. Et pour répondre à votre question précédente sur le racisme, il se trouve... Avec beaucoup plus de refus d'obtempérer aussi, ils font... Oui, parce que c'est qualifié différemment. Et donc, la quasi-intégralité de ces personnes étaient des personnes racisées. Donc, 16 morts suite à des refus d'obtempérer en 18 mois. En Allemagne, il y en a eu 1 en 10 ans. Alors peut-être que c'est dû aussi à notre législation. C'est le moment de légiférer là sous le coup de l'émotion. C'était un peu ce qui avait déjà été fait en 2017. Non, mais nous, on le demandait avant. Les écologistes ont déposé une proposition de loi sur le sujet pour abroger cette loi en décembre. Et parce qu'il se trouve qu'on n'avait plus de groupe avant, ça ne vous a pas échappé, mais ça fait des années qu'on demande ça. Et en 2017, déjà, cette question-là avait été posée par nos députés dans l'hémicycle. Donc... ça paraît évident que la loi va devoir changer. Et je vais vous dire, quand j'ai lu le communiqué de presse d'Alliance que tout le monde a en tête, où d'un coup cette violence extrême s'exprime. Peut-être ceux qui l'ont pas. Donc il y a 3 jours, Alliance et l'UNSA Police, qui à eux deux représentent, je crois que c'est 47,5% de vote aux élections professionnelles. Donc ils sont très majoritaires. C'est Alliance qui l'a signé. Et UNSA Police, les deux. Ils étaient co-logotés. UNSA a même dû se désolidariser de UNSA. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Et donc ils disent, non mais ils parlent de hordes sauvages, de nuisibles. Moi, en plus, en tant qu'écologiste, ça fait des années qu'on se bat pour que
que certaines espèces animales ne soient plus qualifiées de nuisibles. Ça, c'est stigmatisant pour les renards, etc. Alors pour des gens, je vous dis pas, quand on voit ce genre de vocabulaire, on voit bien qu'il y a un problème dans la police et dans la manière dont ils s'adressent aux gens, en fait. Et donc, quand on voit ce communiqué, moi, je l'interprète comme ils ont bien compris que la loi allait devoir changer, et donc ils interviennent très lourdement pour rappeler au gouvernement leur pouvoir de nuisance. Finalement, c'est une forme d'intimidation. Alors, La police, c'est désolidariser. la police est en train d'essayer d'intimider en fait le gouvernement en disant on vous prévient, si vous bougez une oreille, si vous changez cette loi, parce que évidemment il y a une majorité culturelle en France pour pouvoir changer cette loi, tout le monde voit bien qu'il y a un problème, nous on rendra les armes, nous on fera et on entrera en résistance. Alors on va pas passer toute l'émission sur Alliance, ça fait 2 fois déjà qu'on l'évoque. Vous non mais même quand vous avez raison. Et c'est normal. Non mais vous l'avez bien, on a bien compris et on comprend pourquoi vous êtes tout à fait hostile par rapport à ça. Non, mais c'est vrai. Je suis choquée et inquiète pour la suite, émeute ou pas, en fait. Quand il faut dissoudre ce type Est-ce que vous iriez jusqu'à proposer de dissoudre un syndicat qui a des termes aussi violents à l'égard de jeunes ? Moi, je pense qu'il faut arrêter de vouloir dissoudre tous les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. En fait. Vous avez raison. Non, mais je trouve qu'il faut résoudre politiquement les sujets. J'étais extrêmement choquée que M. Darmanin, dès qu'il y a un problème, il dissout les opposants politiques. Donc, ce ne serait pas ma méthode si on était au pouvoir. Emmanuel Macron a parlé de responsabilité des parents de garder leurs enfants à domicile. Est-ce que vous trouvez qu'il a eu raison de faire ça? Et finalement, est-ce que ça n'a pas été efficace? Alors, il se trouve que j'ai discuté hier avec la Première ministre. On a eu un échange... sur toute l'actualité, mais ce sujet est venu sur la table. Moi, ça m'inquiète énormément. Parce que je vais vous dire, j'ai passé plusieurs fois sur des plateaux télé quelques temps à expliquer, quand on parlait du fils de Valérie Pécresse, du fils de Morano, du fils de Zemmour, qu'il fallait arrêter de définir les parents par leurs enfants et les erreurs des enfants par leurs parents. Je trouve que c'est une très mauvaise manière d'amener le débat. Et si j'ai été amenée à défendre ces personnes quand ils s'étaient attaqués sur leurs enfants, alors que ce n'est pas du tout mes amis politiques, je suis d'autant plus inquiète quand on parle de gens qui habitent dans les quartiers délaissés de la République, qui sont 7% de la population française, qui sont 2 fois moins à avoir du travail, qui sont 3 fois plus à vivre en dessous du seuil de pauvreté. D'enfants qui ont 13 ans. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des parents Bien sûr. Quand il y a des enfants mineurs, mais jeunes, vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, l'autorité parentale, ça existe, c'est légal. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas égal quand on est enfant dans ce pays, mais on n'est pas égal quand on est parent. Je mets au défi beaucoup de gens qui nous donnent des leçons de morale sur les plateaux télé d'aller élever des enfants dans ces quartiers, dans ces écoles. D'ailleurs, donc ils fuient et ils contournent la carte scolaire pour pas que leurs enfants aillent dans ces écoles. Quand vous avez aucune perspective à donner à vos gamins, qui voient bien que ça fait 3 générations qui sont dans le même quartier et que dès qu'ils font des demandes pour changer de quartier, on dit déjà soit il n'y a pas de nouveau appartement, soit il y en a un autre. Donc c'est dans la quelle vous a dit la Première ministre quand vous lui avez fait valoir vos arguments? Je ne vais pas trahir le secret de notre échange, mais il ne faut pas culpabiliser des parents qui sont dans l'impuissance. Moi, en tout cas, je lui ai dit, je trouve que c'est la double peine. Parce qu'en fait, être parent dans ces quartiers, c'est quasiment mission impossible. Alors, ça ne doit pas l'être, puisqu'il y en a plein qui... c'est pas les enfants de tout le monde qui sont dans les émeutes, mais je pense que juger de loin en disant « moi, mes enfants, si j'habitais là, jamais ils feraient ça », c'est aller un peu vite en besogne. Donc, ça veut dire qu'Éric Dupond-Moretti a tort de vouloir durcir l'application de cet article à 227-17 du Code pénal qui dit qu'il faut éventuellement condamner les parents, qu'ils sont responsables, qu'ils doivent payer pour les dégâts. De toute façon, on va arriver dans un moment de durcissement, puisque la seule réponse de ce gouvernement pour l'instant, alors peut-être que c'est dans l'immédiat qu'il y aura d'autres choses après, mais c'est la force. Et moi, je voulais qu'on revienne aux fondamentaux, à Blaise Pascal, qui disait « la justice sans la force est impuissante ». Parce qu'il y a toujours des gens qui n'auront pas envie de respecter, mais la force sans la justice est tyrannique. Vous voyez, c'est pas une écolo, je sais pas quoi, qui dit ça, c'est Blaise Pascal. Et donc, lui, il a toujours dit qu'il fallait mettre ensemble la justice et la force. Ensemble. Et donc, qu'il faut faire ensemble ce qui est juste, pour que ce qui est juste soit fort, et que ce qui est fort soit juste. Et aujourd'hui, j'ai l'impression dans ce pays que la justice, c'est pas une valeur forte. Pas la justice tribunal, mais la justice sociale, la justice environnementale. C'est pas en train de se renforcer, c'est plutôt en train de se dégrader. Et que dans le même temps, ce qui est fort n'est pas juste. Et aujourd'hui, je suis désolée de vous dire que, outre les violences là immédiates qu'on vit, mais la manière dont M. Darmanin dissout ses opposants politiques, quand vous avez en 3 mois un problème avec la LDH, avec Anticor, avec des partis politiques que vous qualifiez de terroristes, ça fait beaucoup en fait. Il y a un continuum de baisse des libertés publiques, de baisse de la possibilité même de débattre. Mais une augmentation de la violence aussi de l'autre côté. De la désobéissance civile, c'est pas la même chose. Ouais, désobéissance civile quand vous venez avec des boules de pétanque et avec des haches justement, et des machettes. La désobéissance civile. Justement, si vous avez des problèmes, par exemple, non, mais là on parle de la même chose. Peut-être que je suis somnambule, mais je pense pas. Non, mais je parle pas de vous, mais je parle justement d'organisations qui ont été dissoutes par Gérald Darmanin. Civile. Et donc, pardon, Marine Tondelier, pour vous, la violence peut être une solution dans certains cas. Jamais.
D'accord, Vous jamais. m'avez très mal comprise. Non, mais je vous le demande pour être clair, pour les clarifier. Verts vont bientôt avoir 50 ans. La violence Ils vont n'est bientôt pas avoir une 50 solution. ans d'histoire de non-violence. Donc il y a C'est des notre actions ADN. violentes que vous ne qualifiez pas de violentes. Nous, on prône. Donc il y a des actions violentes que vous ne qualifiez pas de violentes. Non, on prône dans certains cas la désobéissance civile. Oui, mais là, elle je dis passe par la violence. c'est que dans Elle passe par la violence. Absolument pas. Dans certains cas, une femme qui, avant les années 74, allait avorter, alors que c'était interdit. C'était illégal, c'était pas illégitime, mais c'était pas violent non plus. La désobéissance civile, par principe, elle n'est pas violente. Mais Ce elle qu'on vous dit juste, souvent de la violence, c'est que parfois, ne pas respecter la loi sur une action symbolique pour attirer l'action sur quelque chose, genre quand vous jetez de la soupe sur un tableau, moi en plus je vous dis ça, je le fais pas. Mais quand on dit les jeunes, ils ont jeté de la soupe sur de l'art, et alors ça dérange. Enfin, Alors, non, mais là, c'est une action un jeune qui incendie une voiture pour passer un message. On ne sait pas de la violence, c'est de la dégradation de biens. C'est de la violence, d'accord. Voilà. Et par ailleurs, j'ai pas bien entendu les revendications des jeunes qui faisaient ça. Il n'y a pas de revendication le propre politique. de tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure. Par ailleurs, voilà, c'est que on est dans un moment d'émotion où moi j'ai envie qu'on invoque aussi les sciences sociales, qu'on nous explique. Enfin, il y aura beaucoup d'analyses faites après, mais là, je pense que c'est pas le bon moment. On va continuer à parler notamment des violences faites aux élus et notamment aux maires. Comment comprendre aujourd'hui que les maires soient pris pour cible? On a parlé tout à l'heure de Vincent Jeanbrun, le maire de l'Haye-les-Roses, mais il y a aussi Montluçon, il y a aussi Pontoise. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, ces élus de la République soient la cible de ces émeutes? Je pense qu'il y a une perte de repères et de confiance dans la chose publique. Il y a quelques temps, Emmanuel Macron a parlé de Norbert Elias, de la décivilisation. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc il y a des gens qui ont dit mais c'est Albert Camus, c'est l'extrême droite. Il a dit non, c'est Norbert Elias. Bon, manifestement, lui et ses conseillers n'avaient pas lu le livre jusqu'au bout. Parce que c'est ce qu'explique Norbert Elias quand il parle de décivilisation, c'est que dans une société, il y a les classes sociales supérieures qui, normalement, c'est eux qui transmettent le contenu des règles et la manière de s'y rapporter aux classes populaires, pour faire simple. Et donc, il dit, à partir du moment où ces mêmes classes supérieures sont dans l'avidité, dans la tromperie, dans le cynisme, dans le mépris, dans la corruption, alors il n'y a plus de repères et ça crée chez une forme de... Ça se traduit par des formes imprévisibles de réaction et il parle notamment de tension, d'incivilité, d'agression et de férocité. Alors, vous dites quoi ? C'est à cause du gouvernement qu'ils se sont pris en main ? Moi, franchement, vous les mettez toutes dans le même sac. Non, je dis que les élites en sont quand même majoritairement issues. Les élites, elles sont nuisibles d'une certaine façon. Je vais vous dire, moi, dans ma ville, c'était les mines. Alors, c'était l'exploitation de l'homme par l'homme, mais il y avait des avantages sociaux. Et puis, les mines ont fermé. On a dit non, elles vont pas fermer. Bon, elles ont fermé quand même, on le savait. Et puis, à la place, il y a eu du clientélisme politique. Il se trouve que moi, mon maire, en 2008, il a été révoqué de ses fonctions de maire par le Conseil des ministres pour 18 chefs d'inculpation. Comment vous voulez, après ça, que les gens aient confiance dans le politique? Oui, mais enfin, quand un président qui multiplie les provocations, quel est le rapport? Quand on parle de ces maires, du maire de Saint-Brévin, je vous dis juste que pas de toute façon, quel est le rapport avec les maires et les violences que nous avons avec les journalistes d'ailleurs, les politiques et les journalistes sont de moins en moins aimés, compris, vécus comme des gens qu'on écoute avec attention en disant ça m'intéresse ce qu'il va dire par la population. Ce ne sont plus des institutions sanctuarisées. Et d'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup d'institutions. Et donc, comment on fait? Est-ce qu'il faut, par exemple, aggraver les peines en cas d'agression d'élus? C'est une proposition qui avait été faite sur la LOPMI et maintenant qui pourrait revenir avec la loi sur la justice, passer par exemple à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Mais je peux vous refaire les citations de Blaise Pascal d'avant. C'est que bien sûr, on peut renforcer l'arsenal judiciaire. C'est pas un début. Mais juste ça suffira pas. Sur ça. Et par ailleurs, sur le maire de Saint-Brévin, je rappelle quand même que l'État est en carence fautive manifeste, puisque pour m'être entretenu avec ma collègue Europe Écologie Les Verts, qui est dans son conseil municipal, il a demandé à interdire cette manif, il a demandé à être mis sous protection policière. On lui a jamais répondu. Jamais. Et donc, il y a un problème, en fait, dans ce pays de maintien de l'ordre qui ne maintient pas grand-chose. Mais sur la question des agressions d'élus, est-ce qu'il faut quand même aller plus loin dans la réponse pénale, dans le montant des amendes? On peut considérer que, comme c'est un élu, c'est une circonstance aggravante. Mais la réalité, c'est qu'il y a une augmentation de violence contre les pompiers, contre les policiers, contre les instituteurs, à l'hôpital public. Vous n'allez pas me dire si vous êtes d'accord ou pas. Mais... Ce que je veux vous dire, c'est que... Non, mais c'est une mesure qu'il va y avoir. Est-ce que vous la voteriez, tout simplement? Moi, je ne suis pas parlementaire, donc vous demanderez à mes collègues. Mais peut-être qu'il y a besoin d'une mesure symbolique et que ça rassurera les élus. Et si c'est ça, peut-être que c'est déjà ça. Mais très sincèrement, regardez la violence qui monte contre tous les représentants d'une forme de hiérarchie, de pouvoir, de savoir. C'est aussi lié à la baisse des moyens dans les services publics. C'est aussi... Quand les élus n'ont pas les moyens d'agir, parce qu'on décentralise
centralise des compétences sans leur donner les moyens, la violence se tourne vers des élus qui n'ont pas les moyens de faire. On dit aux gens, allez voir votre alors, maire, mais le maire, il n'a pas les pardon, moyens. je vous interromps une seconde. Alors, une solution. Il y a eu un plan banlieue en 2011. Est-ce que vous voyez une solution, je vais aller dire miracle, mais... il y en a plusieurs, mais citez-nous une solution. Une solution pour sortir de cette crise et durablement. En 2011, il y a eu 15 plans de banlieue depuis les années 70. Et il y en avait surtout un qui était très, très, très attendu, celui que M. Macron avait confié. Alors ça, c'est hier. Aujourd'hui, quelle mesure, par exemple, vous proposez pour réduire structurellement? Il y en a beaucoup, mais donnez-nous celle à laquelle vous êtes le plus attaché peut-être. Déjà, un retour des services publics. Et moi, je suis très inquiète des maires qui me disent mon bureau de poste a brûlé. Et le directeur de l'agence m'a dit on allait être rénové dans 4 ans. Et donc, je pense que pour maintenant, ils ne reconstruiront pas. Ils attendront le nouveau dans 4 ans. Et donc, des mamies qui se retrouvent qui viennent en déambulateur dire comment je vais faire pendant 4 ans. Moi, je viens à la poste toutes les semaines. Donc, il y a besoin que la République ne fuit pas ces quartiers, mais bien au contraire les investisse. Et puis, le cadre de vie est important. Parce qu'en fait, la santé mentale, le fait qu'on se sente bien, reconnu ou pas, ça fait des progrès qui ont été faits sur la rénovation urbaine, en fait. Oui, mais on déverse beaucoup d'argent et je peux vous dire, pour avoir fait le tour de ces quartiers populaires, il y a quelques mois, à La Paillade, à Montpellier, à Val-de-Gour, à Nîmes, dans les quartiers nord de Marseille, c'est à chaque fois la même histoire. Même à Blois, quartier Kenny, c'est à chaque fois la même histoire. C'est qu'en fait, le cadre de vie est en train d'être pris par les habitants. Moi, quand je vais voir des jardins partagés, des trucs, c'est des habitants qui disent, comme tout le monde s'en fout, nous on va prendre. Oui, il y a eu l'ANRU, ils ont refait les façades, tout ça, mais sans tout le reste. Ou d'ailleurs, il y a à l'ANRU. Alors, c'est quoi le reste? Dans le petit bar à Montpellier, l'ANRU, ils ont dit, les habitants trouvaient que c'était un peu le costaud. Alors, l'ANRU, c'est un plan de rénovation urbaine. Ils ont abattu un gymnase pour reconstruire une tour en plus. Et donc c'est encore plus. Et ils leur ont mis un terrain de boule de pétanque. Donc moi, je leur dis, ils me disaient, vous voyez ce terrain de pétanque, ils avaient l'air hyper fâchés. Je dis, quel est le problème? Et ils me disent, on est à Montpellier en fait, on n'est pas à Marseille. Nous, personne ne joue à la pétanque. Donc là, c'était nos jardins partagés. À la place, il y a un terrain de pétanque en lequel personne ne joue. Ça sert de truc pour les chiens. Et donc vous voyez, il y a un truc on peut pas faire penser ces quartiers sans les habitants. Sans les habitants. Repenser la rénovation urbaine en concertation. Vous allez trouver que je suis une écolo naïve, mais les espaces verts, même l'OMS montre que c'est primordial pour la santé mentale, ce qui est un truc d'enfermement qui, à un moment, fait que ça ne peut pas bien se passer. Merci beaucoup à vous. Et on accueille Vincent Roux. Merci beaucoup, mesdames. Et on accueille Vincent Roux du Figaro Live pour une question à Marine Tondelier. Vincent, bonjour. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marine Tondelier. Question simple, qu'est-ce que vous inspire le déclenchement par la Chine de la protection consulaire pour ses ressortissants qui se trouvent actuellement en France, ou bien cette déclaration de l'Algérie qui, je cite, rappelle à la France son devoir de protection envers ses ressortissants? Est-ce que vous trouvez ça fondé ou est-ce que ça vous paraît pas un peu exagéré? Je ne suis pas naïve sur les ressorts aussi diplomatiques et géopolitiques de ce genre de mesures. Il y a toujours une espèce de règlement de compte qui vise aussi à salir l'image de la France internationalement. Mais peut-on en vouloir, vu les images qui circulent à la télé, à des gens d'avoir peur de venir en France? Voilà, la question, c'est est-ce qu'un Français est plus en sécurité aujourd'hui en France qu'en Algérie? Je vous laisse la question ouverte. Mais on voit bien que c'est toujours des débats avec beaucoup d'arrière-pensée géopolitique. Vincent, Oui. Vincent était déconnecté. Il y a un petit délai, c'est un peu déconcertant, mais allez-y vite. Vous pensez que les Français sont plus en sécurité en Algérie que les Algériens ne le sont en France? Ça, c'est encore un autre problème. Je vous laisse à vos suppositions. On ira voir les statistiques. Allez, écoutez, Vincent, à tout à l'heure en tout cas. Je pose la question. Je vous ai répondu. La réponse, c'est une non-réponse. Je vous dis que j'en savais rien. Je suis pas Jean-Michel statistique qui invente des chiffres quand je ne les ai pas, donc je vous laisse à vos suppositions. Merci beaucoup Vincent, à tout à l'heure. Désolé, mais c'est vrai que la liaison est un peu compliquée. Et en face de vous vient de s'installer Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir Yves. Bonsoir Marine Tondelier. Avant d'entrer avec des questions sur l'avenir électoral de votre formation que vous dirigez maintenant, quelques questions encore quand même sur ce qui vient de se produire en France, ce qui vient de se passer. La première des questions, parce qu'on ne s'est pas tellement penché sur les causes de de ce qui vient de se passer, de ces violences. Est-ce que, d'après vous, il n'y a pas davantage aujourd'hui de causes finalement identitaires que de causes économiques? Sachant que
la Cour des comptes, par exemple, eh bien, dit que 10 à 15 milliards d'euros tous les ans sont dépensés pour justement ces quartiers difficiles et sensibles, et que l'ANRU a également fait énormément de rénovation urbaine. Et quand on voit ce qui s'est passé aux obsèques, à la marche blanche pour ce jeune homme la semaine dernière, si vous avez bien regardé, ça ressemblait davantage à une manifestation de revendication qu'à un recueillement revendication identitaire. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question, y compris dans la formulation de la question qui me pose problème, parce que vous dites identitaire versus économique, vous oubliez une grosse cause, qui est la cause sociale. Économique et sociale, c'est ce que vous vouliez dire ? Bah, c'est pas la même chose. Mais je veux bien que le social n'explique pas tout et n'excuse pas tout. Mais c'est quand même un énorme sujet qu'il faut prendre en compte quand on a les chiffres de ce qui se passe dans ces quartiers, des taux de pauvreté qui sont 3 fois plus importants que la moyenne en France, etc. Ça, c'est la première chose. Après, cette manifestation, il se trouve que j'y étais. Et donc, je trouve que c'est assez fatigant, ces injonctions à comment il faut se recueillir. Tout le monde ne se recueille pas pareil. Et donc, il se trouve qu'il y a des cultures différentes, même dans un pays, la France, qui est plein et entier, égalité, fraternité, tout ce que vous voulez. On ne se recueille pas tous pareil. Les enterrements auxquels moi je peux assister, selon les milieux sociaux, selon les régions, et selon les religions aussi, il faut le dire, c'est pas la même chose. Ouais. Et donc, moi j'ai vu beaucoup de violence, notamment autour de la maman de Naël, et de regarder, elle sourit, et pourquoi elle sourit. Oui, c'est vrai que ça a frappé beaucoup ceux qui ont vu. Et moi j'en ai discuté avec des gens qui l'avaient rencontré pour bien avant connaître et après. Le monde arabo-musulman, je peux vous dire que c'est en pleurs généralement qu'on enterre les morts. Mais il n'y a pas de règle en fait. Et pour le coup, j'ai trouvé extrêmement violent que cette maman qui venait de perdre son enfant, ce qui est le truc qu'on devrait jamais avoir à vivre, et en plus dans un truc d'injustice notoire, peut-être juste qu'en fait, quand elle a vu tous ces gens arriver pour célébrer son fils, elle a été sincèrement émue et que l'émotion ne se montre pas pareil chez tout le monde. Et j'ai trouvé extrêmement violent ces gens qui se permettaient du haut de leur fil Twitter d'aller juger comment elle aurait dû ou pas réagir. Et donc moi j'étais dans cette marche, j'ai pas pu rester très longtemps. Vous avez levé le poing comme beaucoup d'autres ? C'est pas mes gestes. C'est pas mes gestes, mais... Vous reconnaissez que ça a été souvent le cas quand même, hein ? Et alors ? Quel est le problème ? Très bien. Deuxième question toujours sur... Il y a une cagnotte qui a été ouverte pour venir en aide à la famille du policier. Une cagnotte qui a un succès phénoménal. Plus d'1 million, je crois, d'euros ont été mobilisés sur cette cagnotte. Ah non, quand même pas. Un peu Bientôt. Plus d'1 million. N'exagérons. Bientôt 1 million. 1 million a été réuni, mais pas plusieurs millions. Plus d'1 million. Plus d'1 million. Ah, pardon, beaucoup plus d'1 million. Pardon, j'ai entendu plusieurs. Beaucoup plus d'1 million. J'appelle au calme sur ce plateau. Pardon. Non, pas plusieurs. S'il vous plaît. Beaucoup d'1 million. Est-ce que ça vous choque ? Alors qu'une cagnotte, justement, a été ouverte aussi pour venir en aide à cette mère endeuillée, et qu'elle a beaucoup moins de succès. Bah, on sait qui est l'auteur de cette cagnotte, c'est Jean Messia, qui est une figure notoire d'extrême droite. Et donc on sait que cette cagnotte, c'est pas juste de la solidarité, c'est un message politique. Il y a peut-être des gens qui donnent juste par solidarité. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui donnent pour envoyer un message politique. Vous demandez sa fermeture ? Je constate qu'il y a d'autres cagnottes qui ont été fermées beaucoup plus rapidement. Et donc là, vous voyez, on parlait tout à l'heure de justice, de ce qui est légal ou pas. Là, on a quelqu'un qui tue quand même un jeune. Ouais. Il y aura une enquête qui dira pourquoi, comment, etc. Mais on a quand même tous vu cette vidéo. Ouais. Et une cagnotte de solidarité se monte et atteint plus d'1 million d'euros. C'est un sujet. Qu'est-ce que ça raconte, pardon ? Oui, qu'est-ce que ça traduit quand même ? On peut s'interroger. C'est vrai que ça peut paraître choquant. La Première ministre vient de dire... Parce que Elisabeth Borne vient de dire que le fait qu'elle soit créée par quelqu'un d'extrême droite ne contribue pas à apporter l'apaisement, même s'il n'est pas du ressort du gouvernement de décider ou non de son existence. Mais quand même, qu'est-ce que ça raconte ? Je pense que ça raconte ce que je vous disais tout à l'heure sur le racisme systémique. C'est-à-dire qu'en fait, le message que ça donne, c'est quelqu'un, aux gens de ces quartiers, à ces mamans dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui tue votre gamin. Si une cagnotte de solidarité est ouverte à la famille, pour sa famille, ils peuvent avoir 1 million d'euros. Donc vous estimez... C'est limite comme si c'était une rançon... Quand vous parlez de racisme systémique, la France est-elle un pays raciste ? Il y a un racisme... Il y a du racisme en France, comme dans plein de sociétés. Je ne connais pas un seul pays où il y a zéro racisme. La difficulté, c'est qu'en France, c'est tabou d'en parler. Parce qu'on est dans... Non, on en parle là. On en parle, excusez-moi, dans un contexte extrêmement particulier. Identitaire. On en parle dans un contexte extrêmement particulier. Pour avoir essayé d'en parler plusieurs fois dans d'autres contextes, c'était tabou. Et dire qu'il y avait du racisme dans la police, ce que nous, on nous remonte tout le temps, c'était être anti-flic. Et donc, hop,
le débat était terminé et on était marginalisés et même stigmatisés pour avoir même essayé d'en parler. Ce que je constate, c'est que dans le cas de Nahel, s'il n'y avait pas eu cette vidéo, il y aurait eu la parole de ces 2 policiers. Lui, la sienne n'existait plus. Les 2 autres passagers de la voiture, n'en parlons pas. Et puis voilà, c'était réglé, affaire classée. Et que du coup, on se dit... Toutes ces histoires où il n'y avait pas de vidéo, ça donne quoi? Et donc oui, évidemment qu'il y a un problème de racisme. Ceux qui contribuent à la cagnotte sont racistes. Alors, ceux qui pas tous, j'en sais rien. Mais vous voyez bien le message qui est envoyé. C'est pas qu'un message de solidarité, c'est un message politique et qui, en tout cas, est forcément reçu de manière extrêmement violente par les gens qui habitent ces quartiers, qui disent si on tue l'un de nos enfants, c'est pas des excuses. Mais comment on les rattrape? C'est une récompense d'1 million d'euros. C'est dû au fait que la personne qui a ouvert cette cagnotte est une personne qui est politiquement très marquée, c'est ça? J'en sais rien, j'ai pas. C'est ça qui vous autorise à dire que c'est raciste. C'est un truc aggravant dans le message, mais ça, peut-être que lui, il a utilisé aussi sa force médiatique et ses réseaux pour faire connaître cette cagnotte et que si c'était un inconnu qui pense la même chose que lui, mais qui est inconnu, ça n'aurait pas eu la même portée. Il a mis sa notoriété au service de cette cagnotte, il a mis tout son poids dans la balance pour que le message qui soit envoyé soit celui-là. Voilà. Ça veut dire que l'extrême droite est puissante aussi en France aujourd'hui? Ça ne fait nul doute. Alors, on va parler un peu des élections quand même européennes qui ont lieu l'année prochaine, parce que c'est aussi votre actualité. Vous vous êtes réunis le week-end dernier et vous avez décidé d'organiser un vote qui va avoir lieu, je crois, entre le 7 et le 11 juillet, vous me corrigez, ou le 10 juillet prochain, par Internet. Et il y a 2 candidats. Quelqu'un qu'on connaît assez bien, parce qu'il a exercé des fonctions de direction dans votre mouvement, David Cormand, contre Madame Marie Toussaint, qui est une eurodéputée qui vient du nord, je crois, de la France. Sa grand-mère était de Méricourt, dans le bassin minier. Elle a vécu en région parisienne et à Bordeaux, si vous voulez tout savoir. Est-ce que ce sont 2 sensibilités différentes? Ce sont 2 excellents candidats. Ouais. Et moi, je vais vous dire, on dit toujours, mais toi, tu soutiens qui, etc. Et la tradition, c'est que la secrétaire nationale ou le secrétaire national ne prennent pas position du tout et restent en réserve. Et moi, souvent, je dis, là, je vais contrecarrer un peu cette tradition et je vais soutenir les 2. Parce qu'en fait, ce sont vraiment 2 excellents candidats. Quel sens du teasing! 2 excellents candidats et que l'un ou l'autre gagne, j'en serais ravie. On va faire une très belle campagne européenne en restant concentré sur les sujets qui nous occupent. De faire mieux, l'écologie et l'Europe. De faire mieux que M. Jadot en 2019? On a toujours envie de faire mieux, mais je vais vous dire, on n'est pas dans des objectifs chiffrés, il faut faire tel score. En fait, on est concentré sur nos objectifs. Des suffrages, la dernière fois. On est concentré sur nos objectifs, on veut qu'il y ait un maximum de députés écologistes dans ce Parlement européen parce qu'on voit bien que chaque bulletin vert qui est mis dans l'urne aux européennes en France et dans les autres pays d'Europe sert de curseur aux dirigeants des pays européens et aux différentes institutions de l'Europe pour dire plus ou moins d'écologie. Et donc ceux qui veulent plus d'écologie, qui sont inquiets de tout ce qui se passe, qui pensent qu'il faut plus protéger notre environnement et donc l'avenir de nos enfants, mais aussi plus de solidarité, alors le bulletin vert permet de faire les 2 à la fois. C'est fini. Qui peut voter ? Ceux qui ont le droit de vote. Vous êtes combien dans l'Europe Écologie Les Verts? Pour le vote j'ai pas compris, je pensais les européennes. Tous nos adhérents, on est à peu près 15 000. Et vous savez qu'on va créer un autre mouvement à partir d'octobre. Sur lesécologistes.fr, on sera beaucoup plus nombreux. Mais pour l'instant, nous sommes encore Europe Écologie Les Verts. Et tous les adhérents voteront sur la tête de liste, les 16 premiers candidats, la stratégie et le changement de nom de notre mouvement pour le mois d'octobre. Ce nom, c'est les écologistes, va remplacer Europe Écologie Les Verts. Et peut-être même qu'on gardera les 2. Il y aura un mouvement les écologistes, mais à mon avis, le nom d'Europe Écologie Les Verts va être d'une manière ou d'une autre subsister. Juste sur lesécologistes.fr, en tout cas, si ça vous intéresse. En tout cas, juste pour conclure ce sujet, la perspective d'une liste unie NUPS aux européennes, c'est fini. C'est fini. Ça avait commencé ? Oui, ça avait été assez constante sur le sujet. Pas avec vous, mais évidemment avec Jean-Luc Mélenchon. Donc mais accordez-moi le mérite de la constance sur le c'est fini, c'est dit. Il n'y aura pas de retour en arrière. Merci à vous. Merci beaucoup, Utréa. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à vous. Une petite question, Marine Tondelier, une petite, ça n'en est pas une, sur le pacte européen. Il y a de plus en plus de chefs d'État qui souhaitent une pause réglementaire sur ce texte qui porte sur 2 volets, restauration de la nature et pesticides. En raison, alors il y a beaucoup de raisons. Il y a d'abord eu les pays de l'Est, puis un certain nombre de pays comme Chypre, comme l'Irlande, comme la Grèce qui se sont ralliés aux pays qui veulent une pause pour des raisons qui sont liées à l'inflation, qui sont liées à la guerre en Ukraine. Est-ce que ça vous inquiète ?
D'ailleurs, Emmanuel Macron, lui aussi, et l'Allemagne. Donc il y a quand même beaucoup de forces hostiles à ce que ça soit mis en œuvre rapidement. Les choses sont claires. Les enfants qui naissent en 2023, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable pour l'année de leurs 30 ans. Et donc, on peut demander toutes les pauses qu'on veut. La réalité est celle-ci. Et il y a un moment où les pauses sont climaticides. Donc, je veux bien entendre plein de raisons, et notamment le fait de vouloir faire de la justice environnementale tout en faisant de la justice sociale, ce qui est la seule manière acceptable de faire. Mais la pause en matière de changement climatique ne peut pas être une solution. Il n'y aura jamais de pause au changement climatique, ni à l'effondrement de la biodiversité, ni à l'épuisement de notre ressource en eau. Et donc, faire pause, peut-être que les politiques y arrivent, la nature, elle n'y arrive pas. Mais donc, ça m'inquiète énormément. Ça vous inquiète énormément. Vous voyez venir évidemment, le je peux moment vous dire que nos députés, nos eurodéputés écologistes se battront à Strasbourg sur le sujet la semaine prochaine. À suivre. En face notre de vous, tête de liste, du coup, qu'on connaîtra d'ici là. Oui, le week-end prochain. Et celui dimanche, qui parlera sera là aussi. Dimanche ou samedi. Tout le monde gagnera, l'écologie gagnera à la fin, vous verrez. Je vous présente, mais vous le connaissez, François Jolivet. Merci avec vous. Et encore une fois, merci à tous les deux d'avoir accepté le principe du débat. Vous êtes député Horizon, Monsieur Jolivet. Et la première question que vous voulez aborder, vous êtes élu de l'Indre, c'est la question du logement. Question très importante, surtout en ce moment. On entend parler beaucoup aujourd'hui de crise du logement. Et moi, je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'on n'a pas de crise du logement dans notre pays, qu'on n'a que des crises de parcours résidentiel dans les territoires. Non, ça ne fait pas un problème en moins parce qu'en fait, si vous êtes à Chalon-sur-Saône, il n'y a pas de crise du logement au sens où on l'entend à Paris ou dans l'Indre ou à Royan, pour d'autres raisons. Et en fait, derrière ce mot crise du logement ou bombe sociale, ce sont les propos du ministre, on semble dire qu'il faut que de la production, qu'il faut répondre à la demande. Vous incarnez Europe Écologie Les Verts. L'objectif, c'est sans doute de lutter d'abord contre la production de gaz à effet de serre et j'entends pas trop parler de la réhabilitation en masse parce qu'on peut pas tenir de discours réhabiliter et construire. Et je voudrais vous entendre. Il y a plusieurs questions dans votre question, donc j'aurai plusieurs réponses si vous le permettez. Vous n'entendez pas parler de réhabilitation thermique des logements? Si, thermique, oui, mais c'est... Ou réhabilitation totale. Nous, on en parle pour le coup énormément. Alors, il y a les passoires thermiques. Il y a les bouilloires thermiques, parce que quand on approche là des températures de cet été, ça va être ça le problème. Il y a le problème des files actives dans les professions qui sont suffisantes. Et moi, dans le Pas-de-Calais, pour avoir essayé de réhabiliter mon logement, c'était 18 mois juste pour avoir le diagnostic. Parce que selon où vous habitez en France, il n'y a pas les mêmes disponibilités des artisans et des diagnostiqueurs, etc. Donc la réhabilitation, oui. Les logements vides, oui. Les friches, oui. Et ça permet de préserver des terres agricoles. Et on voit bien qu'on ne pourra pas continuer tous à construire de nouveaux pavillons flambant neufs dans des terres agricoles si on veut préserver le climat, la planète, les sols, les risques d'inondation et faire de l'alimentation bio et locale. Ça veut dire d'avoir localement autour des écoles, des services publics et de là où ils habitent les gens, des champs. Après, dire qu'il n'y a pas de crise du logement, c'est comme si vous disiez il n'y a pas de problème de déserts médicaux vu que les médecins existent, ils ne sont juste pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un problème d'allocation de la population par rapport au logement, mais il y a quand même un problème. Et puis, il y a un problème d'accès financier au logement, notamment quand on regarde depuis les années 60 ce qui s'est passé, la part du logement dans les revenus, dans les dépenses d'un ménage, chez les 10% les plus riches, c'était 10% et c'est resté stable à 10% de leurs revenus, donc ce que leur coûte le logement dans leurs revenus depuis les années 60. Chez les 10% les plus pauvres, on est passé depuis les années 60 de 20% à 50%. Et donc, évidemment qu'il y a un problème de logement, de mal logement, de coût du logement, de gens qui profitent aussi de la pauvreté des gens et qui, des fois, c'est limite de la traite humaine. Et je vous donne un autre chiffre. Quand vous habitez dans une grande agglomération, vous avez 60% de chances que en fait, les multipropriétaires détiennent 60% du parc locatif. 60% du parc locatif. C'est-à-dire que si vous habitez, vous êtes locataire, vous avez 60% de chances que votre propriétaire ait au moins 5 appartements qu'il soit en train de louer. Donc il y a évidemment un problème de logement. 5. Moi j'étais à 2, plutôt 1,5. Vous êtes sûr? Parce que vous ne nous faites pas le coup de la salade bio de 1,27. Moi j'étais à 1,5. Je vous ai traumatisé. Oui, mais il y a eu la vérité a été faite sur cette oui, mais c'était pas ça. Mais vous ne me répondez pas sur la crise du parcours résidentiel. Évidemment, mais vous ne pouvez pas forcer les gens à aller vivre ailleurs que là où ils ont envie de vivre. Ça pose un petit problème démocratique quand même. Dans le mouvement politique que vous incarnez, ce qui est respectable, avec lequel je peux avoir des désaccords parfois, vous ne parlez pas du tout d'aménagement du territoire. Vous ne parlez pas très peu, en tous les cas, on parle beaucoup des villes.
On parle beaucoup des centres urbains, on parle beaucoup du mal-vivre de la grande ville, mais on ne parle pas des territoires ruraux. Mais c'est un problème assez global à la France. Vous savez, on a lancé des états généraux de la ruralité vous voulez changer écologiste. les choses, madame. Donc, non, mais on a monté là des états généraux de la ruralité écologiste avec une grande université les 7 et 8 octobre à Die dans la Drôme. Et on voit bien que la ruralité, c'est 80% du territoire en France et c'est 30% de la population. On n'en parle jamais sur les plateaux télé tout court. C'est pas 30% du débat public. Je suis là pour en parler. Et donc nos maires, nous on a plus de 100 maires en France. Évidemment qu'on parle en priorité du maire de Strasbourg, de Lyon, de Marseille, que les gens connaissent leur ville, etc. Quand hier j'ai débattu de l'actualité, j'étais avec des maires de petites villes que vous connaissez peut-être même pas, et eux ils voient bien qu'on parle des grandes villes et jamais d'eux. Et donc ce sur quoi ils alertent, c'est pas juste les gens viennent pas habiter chez nous et j'ai besoin de sauver mon école. C'est comment voulez-vous qu'ils viennent vivre chez nous si on parle jamais de nous nulle part, s'il n'y a pas les services publics qui vont avec. Et aujourd'hui, les jeunes couples, c'est pas qu'ils veulent pas aller s'installer dans ces territoires, c'est qu'ils calculent s'ils pourront acheter du pain, s'ils auront accès à l'école pour les enfants. On y parvient, on a des écoles. Une jeune maman, évidemment, mais vous voyez, une jeune maman qui veut des enfants, le rapport de la distance à la maternité, c'est hyper anxiogène pour quelqu'un qui vit sa première grossesse. Et moi, j'ai connu des gens qui allaient s'installer dans les coins pour avoir leurs enfants, la maternité fermée, il y a un truc anxiogène. Et donc moi, je suis pour promouvoir ces territoires qui sont extrêmement riches. J'étais voir là encore à Lux-sur-Aude, dans l'Aude, un maire écolo dans un village de 250 habitants qui fait des choses formidables, parce qu'en plus, il a du foncier pour le coup, pour faire sa centrale solaire citoyenne, pour faire des logements intergénérationnels. Et donc, il y a des choses formidables qui s'y passent. Il répond l'association des maires... Il répond au parcours résidentiel de ses habitants. Et l'association des maires ruraux de France serait d'accord avec nous deux pour dire qu'on ne parle pas assez de ce que c'est que vivre dans ces territoires, pour le meilleur et pour le pire sans doute, mais c'est des sujets qu'il faut qu'on adresse plus, politiquement. Je préfère y voir le meilleur. Peut-être qu'il faut tout cramer dans la ruralité pour qu'on en passe qu'on en parle sur les plateaux. Mais c'est un peu triste. En revanche, madame... vous avez cité des maires de grandes villes. Moi, il se trouve que j'ai un passé professionnel en tant que directeur d'organisme HLM. Et il y a quelque chose qui a un peu secoué le monde HLM avec l'arrivée de ces nouvelles équipes municipales. C'est que la protection de la biodiversité, ce qui est un objectif et un enjeu et que je partage, a fait que certaines opérations d'aménagement ont été extrêmement ralenties et qu'on a même demandé à des promoteurs de retirer des permis de construire déposés avec, non pas l'amicale menace en disant... ce serait mieux que vous ne construisiez pas là et on verra plus tard. Je voudrais vous entendre parce que ça a secoué également des gens qui vous défendent, qui travaillent dans les organismes HLM et qui avaient cet objectif de construire et de répondre à la demande quantitative dans les territoires et pourtant... La qualité, c'est important aussi. Oui, mais évidemment, c'est la qualité. Mais ce que l'on construit aujourd'hui n'est pas ce qui ressemble aux années 60. Et donc, en fait, il y a des opérations qui se sont singulièrement ralenties. Et dans l'attente de la construction d'autre chose, et il faut que les équipes nouvelles arrivantes arrivent à se mettre d'accord entre elles, mais pourtant ça a ralenti. Ça a ralenti à Marseille, dans des opérations d'aménagement, ça a ralenti à Bordeaux, ça a ralenti à Lyon. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors ça ralentit à Marseille, je ne sais pas si vous y êtes allé récemment, mais ça construit à tout va, notamment dans cette zone-là autour du port. Pas dans les quartiers nord, mais dans ce qui va se vendre très cher. Et Marseille continue à livrer des logements à 25 km de sa limite, de son cœur de ville. Et pour autant, une étude menée par Julien de Normandie ciblait 60 000 logements dans le même état que ceux de la rue d'Aubagne en cœur de ville. Évidemment. Il y a un vrai sujet tout de même. Après, il y a un sujet aussi. Mais déjà, pourquoi répondons à ça et on passera peut-être au deuxième sujet parce qu'il restera peu de temps. Tout ce qu'on se dit est très politique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dupe dans ce pays du langage des promoteurs contre les maires. C'est aussi un jeu politique qui se joue de communication, de guerre de la communication. Oui, mais le bailleur HLM qui avait réservé des logements chez le promoteur, il ne les fait pas, quoi. Là, c'est concret, pardon. C'est pas seulement du discours. Concret. Mais on voit aussi, on sait aussi que les promoteurs en France sont pas les moins bien lotis, qu'ils ont des marges. Le problème, c'est de livraison. C'est pas le cas dans les autres pays. Le problème, c'est la livraison des logements. Et par ailleurs, vous me citez une généralité, là, vous me parlez de Marseille, c'est pas un maire écologiste, ça l'a pas été très longtemps. Mais les nouvelles équipes arrivées dans ces très grandes métropoles. Je regarderai dans le détail pour le coup, parce que c'est une généralité un peu vague. Je demande à voir. Ce que je vois notamment, la ville où je suis allée très précisément sur ce sujet, c'est à Colombes. Vous savez, il y a ces grands immeubles qui sont en bordure de périphérique parce qu'on met toujours les pauvres là où la qualité de l'air et le bruit font que personne d'autre ne veut habiter. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut aussi passer de 4 à 12 mètres carrés par habitant les espaces verts en ville, et que c'est pas un chiffre qui est halluciné sorti
partie de notre programme, c'est les recommandations de l'OMS. Il reste 5 minutes. C'est ce qu'il faut pour la santé, pour le social, pour la santé mentale. On a compris que vous alliez vérifier ce qu'a dit M. Jolivet. Vérifier ce que vous dites, et si vous voulez, on en discutera. Il n'y a pas de problème. Avec les maires à mes côtés, parce que je suis pas experte de toutes les politiques municipales. Votre deuxième sujet, c'est l'état de la police. Oui, j'ai le sentiment que les forces... Alors, ce qui arrive aujourd'hui ne m'étonne pas beaucoup. Alors, ce qui me surprend, en revanche, c'est qu'on arrive à théoriser politiquement les manifestations. Bon, ça, c'est un... Et les événements dans la rue, c'est quelque chose d'assez nouveau. Je trouve qu'on... Bon. Mais en revanche, je trouve qu'on cible beaucoup la police. Alors, sans doute, sont-ils pas tous parfaits, mais on ne peut pas les jeter dans les mêmes... On ne peut pas les jeter tous dans le même sac, si je veux dire. Mais j'ai l'impression qu'en fait, les forces de sécurité intérieure sont beaucoup la voiture balai de grandes insuffisances de beaucoup d'administrations publiques. Et on n'a pas su tirer les conséquences de ce qui nous arrive. On n'a pas tiré les conséquences de la monoparentalité. On n'a pas tiré les conséquences du travail des nuits des femmes au nom de l'égalité, ce que je respecte, ce que je défends. C'est de la faute des femmes en deux. Non, ce que je défends. Mais la monoparentalité aussi. Que ça nous je m'aperçois aussi que on a fait la dame ou l'homme qui travaille et qui est en horaire décalé. Il a beau dire à ses enfants rentrer de l'école à telle heure et ne traînez pas. Il n'est pas là pour vérifier. Il n'est pas là pour vérifier. Pour cause. Les administrations, les services publics. On en parlait au début. Les services publics, qu'ils soient scolaires, collège ou lycée, ce sont tous. Alors, à part les maires qui font un peu de périscolaire. Alors, quelle est votre question? Parce que malheureusement, il va falloir. Ma question, c'est aujourd'hui, moi, je suis favorable au rétablissement des internats possibles, afin de donner la possibilité, comme en Allemagne, de dire à un enfant écoute, mon petit chéri, demain, moi, la semaine prochaine, je travaille de nuit, tu iras dormir à l'internat. Alors attendez, est-ce que c'est un lien avec les centres éducatifs fermés? Pas du tout. Ah non, c'est pas du tout. répressif. C'est pas répressif. C'est-à-dire de trouver des solutions de relais des parents. Mais c'est intéressant parce qu'on avait le débat avec des femmes écologistes qui sont députées et qui n'ont pas de solution pour leurs enfants, qui payent des frais de garde incroyables en disant mais comment font les mamans qui travaillent? Encore faut-il avoir les moyens de payer les frais de garde. Et vous voyez que même l'Assemblée nationale ne propose pas d'aide financière sur le sujet des femmes qui sont députées avec de jeunes enfants et parfois monoparentales. Donc c'est à tous les échelons. Mais avec 5 700 € d'indemnité par mois. Mais je pense que ce que vous dites de juste, c'est la baisse des... Ils en reversent vers une grande partie. Redonnez-leur pour qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants. Il y a un vrai sujet de recul des services publics. Et ça, vous avez raison. Et le service public de la petite enfance, tout le monde l'a connu, travaille de nuit ou pas. Avoir une solution de garde pour ses enfants, c'est toujours un truc hyper stressant. Et c'est pas de la faute que du travail des nuits des femmes, mais aussi du travail des hommes. Non, mais des hommes, je ne stigmatise pas. Et puis, en fait, le recul des services publics de ces quartiers et le fait que l'école, évidemment qu'il y a des écoles dans ces quartiers quand elles n'ont pas brûlé ces derniers temps, mais qu'elles ne permettent pas un ascenseur social, qu'elles ne permettent pas de s'en sortir à égalité réelle des chances pour un enfant de ce quartier par rapport à un d'un autre quartier qui est dans une autre école. Alors la solution prônée par François Jolivet, qu'en pensez-vous? L'internat, alors ça fait un peu répressif et puis j'ai l'impression que... Enfin, moi, dans ma famille, tous les gens qui ont été à l'internat n'ont pas forcément des bons souvenirs. Ça se fait dans d'autres pays. Des souvenirs traumatiques. Ça se fait dans d'autres pays. Exactement. De très bons. Moi, mon père était à l'internat à 11 km de chez lui. Aujourd'hui, on lui dirait non, tu peux pas y aller parce que tu es trop près de ton collège. Il serait pas devenu ce qu'il est devenu. Oui. Peut-être qu'il faut plus de temps. C'est intéressant. Non, mais on peut observer cette situation, mais ça veut dire qu'en fait, vous enlevez... Enfin, je pense que pour des parents, c'est pas ce qu'ils souhaitent non plus. Ils veulent pas mettre leurs enfants à l'internat et les récupérer le week-end. Ce sont des mamans des quartiers HLM qui me demandaient cela. Est-ce que il y a des mamans que c'est voulu par tout le monde. Moi, je pense qu'il faut permettre aux parents de trouver des solutions et qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions qu'ils voudraient et qui sont pas accessibles. Regardez, avoir une place en crèche à horaire décalé dans ces quartiers et dans le réseau de la France, c'est extrêmement difficile. Avoir une nourrice à titre privé qui travaille la nuit, impossible. Pareil. Et pourtant, il y a des travails de nuit. C'est extrêmement culpabilisant pour les parents à qui on va finir par expliquer là bientôt, je le vois arriver gros comme une maison, qu'on va aller rechercher leur responsabilité pénale pour des infractions que leurs enfants... Sur le manquement et négligence. Pour les parents qui seraient volontaires, pour les mamans qui effectivement sont inquiètes... Mais le service n'existe pas, il faut le reconstruire. Est-ce que ce serait quand même une solution à laquelle que vous pourriez étudier? Ça peut. Moi, j'y avais travaillé pour la Guyane, figurez-vous, c'était très compliqué aussi. Les enfants étaient dans la rue parce qu'ils étaient à l'internat, mais l'internat fermé le week-end. Et quand vous habitez à Maripasoula et que vous avez 2 jours de pirogue pour y aller... Vous savez pourquoi il fermait le week-end? Parce qu'il fallait payer les fonctionnaires le week-end. Et il y avait beaucoup de suicides de jeunes et de très jeunes qui se suicidaient au desktop à 14 ans parce qu'ils étaient dans la rue tout le week-end. Pourquoi les internats ont été supprimés? Parce qu'il fallait des maîtres d'internat.
Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même d'accord sur quelque chose. Et c'est vraiment le cas, c'est sur le fait qu'il faut des vrais services publics et qu'il faut mettre. Et en fait, on a quand même. Mais il faut en partager l'objectif. Les services publics. Il faut en partager l'objectif. Il faut en partager l'objectif et les construire. Oui, mais on a quand même déshabillé les services publics et laissé livrer à eux-mêmes des parents et leurs enfants. Merci de la qualité de ce débat, François Jolivet. Marine Tondelier, une dernière question de Vincent Roux qu'on retrouve au Figaro Live. Oui, avec un petit décalage. Allez-y, Vincent. Alors, un petit décalage, une réponse simple. Marine Tondelier, aujourd'hui, marque la mort du dernier survivant français du débarquement. C'était Léon Gauthier, dernier membre vivant du commando Kiefer. Quel serait l'éloge funèbre de Marine Tondelier ? Moi, j'ai un infini respect pour ces personnes qui ont défendu la France et pour qui, à l'époque, le courage politique voulait dire bien autre chose que ce qu'on peut en penser aujourd'hui. Donc, c'est des gens qui ont risqué leur vie, qui ont donné leur vie et grâce à qui, aujourd'hui, normalement, nous sommes libres. Et donc, c'est une page de l'histoire qui se tourne et je trouve qu'il y avait un moment où il y avait une transmission directe de la parole de ces personnes dans les écoles. Ils pouvaient aller discuter, transmettre leur mémoire et c'est pas pareil que de lire dans un livre d'histoire. Donc oui, c'est un moment infiniment émouvant. Pour moi et je pense pour beaucoup de monde. Voilà. Vous pourrez l'écrire dans le Figaro, Vincent Roux, comme proposition. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. On vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Vous êtes une chef de parti heureuse ? Là, en ce moment, je ne sais pas qui arrive à être heureux dans la séquence. Non, bien sûr. Mais il n'est pas question de dire que vous vous éclatez en ce moment même. Mais vous avez pris la responsabilité d'un parti. C'est la première fois. Peu de Français vous connaissaient. Qu'est-ce qui vous frappe le plus, d'ailleurs, dans cette responsabilité depuis que vous l'avez prise à bras-le-corps ? La grande solidarité de la famille écologiste. Parce que je dois vous dire qu'on a vécu des choses ces dernières semaines que je ne souhaite à aucun chef de parti de vivre. Par exemple. Quand on vous appelle, puisque vous avez un militant qui est arrêté à 6h du matin par les services de l'antiterrorisme pour une action à laquelle il n'a pas participé d'ailleurs, et l'enquête l'a montré. Quand vous êtes accusé d'être terroriste par le ministre de l'Intérieur, c'est des choses qui sont extrêmement lourdes et qui font qu'une cible a été mise dans le dos. Mais ça vous a surpris, cet esprit de famille ? Vous pensiez qu'elle était plus fracturée que ça ? Je peux vous dire que c'est des moments où c'est extrêmement violent, en fait, parce que ça s'est concrétisé comme une cible dans le dos mise des écologistes sur le terrain. Il y a eu une recrudescence des agressions, y compris envers les écologistes, partout en France, pas que politiques, d'ailleurs, qu'ils soient associatifs, journalistes. Et donc, c'est des moments dans lesquels vous voyez vos forces et vos faiblesses. Et en l'occurrence, on a plutôt vu nos forces de solidarité et de cohésion. Et je peux vous dire que quand on touche à un écologiste dans ce pays, c'est à l'ensemble de l'écologie qu'on touche. Et on a plutôt montré notre sérénité, notre détermination dans ces épreuves. Et je peux vous dire les écolos ont fait corps. C'est ça. Dans cette adversité que vous déplorez. Merci beaucoup, Marine Tondelier, d'avoir été l'invitée d'Audition Publique.